Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie, j'en ai trouvé moi des photos de ton mariage si jamais. On va aller au collègue puis on les montrera tout à l'heure quand on parlera de la coupe Longueuil. On va parler de la coupe Longueuil un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, je voulais commencer l'émission en te racontant une anecdote, Cybèle, qui m'a un peu jetée à terre. OK. Aujourd'hui, je suis sur le plateau Montréal et Dieu sait que ça m'arrive pas souvent d'être là parce que c'est pas vraiment l'endroit de retour Montréal. Parmi les tiens. Ben, de retour, j'ai déjà habité sur le plateau, mais... C'est une blague de français. À une autre époque. Ah, c'est très drôle. Elle est, je dirais, un 7 sur 10. Oui, elle est pas mal. Et donc, je rendais mon auto parce que j'ai mis fin au bail de mon auto. On n'a plus besoin d'avoir 2 autos, on déménage. Bon. En face de mon concessionnaire automobile, je vois marqué une boulangerie, puis je vois une grosse affiche, la meilleure baguette à Montréal. Tu sais, ils font ça chaque année, ils font les meilleurs croissants, les meilleurs... Là, la meilleure baguette à Montréal 2025. Mais tu sais, moi, la baguette, là, je suis toujours à la recherche de la meilleure baguette, le meilleur croissant, tout ça. Fait que je rentre, puis je me dis, qui dit baguette dit sandwich. Fait que, tu sais, un petit baguette, un jambon beurre, quoi. Ouais. Un jambon beurre. Donc, avez-vous des sandwichs? Oui, gna, tout ça. Fait que je me demande pas le prix, rien. J'arrive à la caisse. $13,23 pour un morceau de baguette long comme ça. Oh. Avec une petite tranche de jambon puis 2 petites tranches de fromage. $13,23. C'est scandaleusement cher. Mais Bibi a dit, c'est pas grave. C'est la meilleure baguette à Montréal, comprends-tu? Ça va être à se jeter à terre. C'est quoi la chose la plus importante quand tu manges la baguette? La chose par rapport au goût? T'as la photo de la baguette? Non, parce qu'on fait pas de publicité à ces gens-là. Ben non, c'est parce que t'as pas fini l'histoire. Ah, mais photo. Moi, je dirais la texture de la baguette, le niveau de croustillant. Croustillant. Ouais. Moi, je me dis, c'est la meilleure baguette à Montréal. Il faut que ce soit croustillant. Je croque dans le sandwich. Okay. Il se passe rien. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas le bruit de la baguette. C'est pas croustillant. La baguette est molle et pâle. Et c'était vraiment... Et là, il disait que c'était de l'emmental. C'était pas de l'emmental, c'était du cheddar. C'était mauvais. Fait que j'ai fait le tour du bloc et j'ai mangé 3 bouchées et j'ai jeté à ce point-là à la poubelle le sandwich à $13,23 qui était... Je sais qu'on devrait pas faire ça, du gaspillage alimentaire, mais c'était pas mangeable. La meilleure baguette à Montréal, I don't think so! $13,23. C'est atroce. Je vous raconte ça parce que récemment, comment s'appelle-t-il? Thierry Darès est allé à l'émission de Richard parce qu'il avait mis une photo. Il est allé prendre une chocolatine quelque part puis ça lui avait coûté genre $12. Et je veux dire, tu vends $13 un sandwich, une tranche de pain et une tranche de jambon. Et surtout que ta baguette, tu la paies $2,50, $3 je veux dire, maximum. voyons donc, c'est quoi ça cette affaire-là? Donc, un scandale. Voilà. C'est juste ça que je voulais te raconter. Mais je suis contente de passer le test. Le plus important avec la baguette, il faut que ça croustille. Si ça croustille pas, c'est pas de la baguette. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, on le sait, avec ce qui se passe dans le monde de la construction résidentielle, ça crée énormément de problèmes. Et ça crée des problèmes, entre autres, pour des gens qui soit sont en train de vendre leur propriété ou sont en train d'acheter une propriété. Parce que des fois, tu as besoin d'avoir des travaux de dernière minute ou même tu dois livrer une maison. Ben là, évidemment, ça crée énormément. C'est un petit peu l'effet domino. Comme chaque fois quand il se passe quelque chose dans le domaine de l'immobilier, on appelle Yannick Parent, qui est courtier immobilier résidentiel. Bonjour Yannick. Allô Sophie, allô Cybèle.
Ben, salut Yannick. Ben, bonjour. Ben, je pensais que t'allais dire. Ben non, mais je pensais que Sylvain, t'allais dire bonjour. Yannick, certainement. Moi, je pense. Yannick, c'est vendredi. C'est le seul invité qui dit bonjour à Cybèle et qui prend le soin. Et vraiment, on reconnaît l'homme. Non, mais c'est vrai. La prochaine fois, je te promets qu'il n'y aura pas de silence malaisant. Je vais tout de suite dire bonjour. Il y a une publicité Sophie, pour un fabricant de fenêtres, puis c'est des situations où il y a des froids dans une conversation. Un petit fret. Oui, Yannick. Sophie, j'allais te faire deux mauvaises blagues. Deux en lien avec ta dernière anecdote. Donc, c'est vraiment plate, une baguette molle, OK? J'allais dire ça, première chose. Et bon, tout le monde s'entend là-dessus. Et l'autre chose que j'allais dire, est-ce qu'on peut comparer le prix de la baguette au prix des maisons? L'augmentation du prix de la baguette. L'augmentation du prix de la baguette qui a aucun sens. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un quelque part qui se fout un petit peu de notre gueule parce qu'ils se disent ben là, tu sais, on est populaire, donc on va augmenter nos prix. Est-ce qu'il y a en effet un lien à faire avec le marché immobilier? On va en parler dans 2 secondes, mais je veux revenir sur les effets de la grève parce que chaque fois que quelqu'un vend, ben il y a quelqu'un quelque part aussi qui achète. Et le fait qu'il y ait cette grève, ben ça crée énormément de tension et de stress. Absolument. Et disons-le, pour les propriétaires, les acheteurs, quel moment mal choisi. C'est une catastrophe. Ce qui se passe actuellement, vu du terrain, Sophie, effectivement, c'est une chaîne. Hein? Des fois, une transaction immobilière va comporter 3-4 transactions qui vont se faire à la chaîne. Et là, le problème, c'est qu'en bout de ligne, si on livre pas un produit qu'on est supposé livrer dans les délais, exemple une maison ou un condo neuf, bien quelqu'un quelque part qui risque de se retrouver à la rue. Alors présentement, il y a un stress énorme parmi ces gens-là qui essaient d'acheter et de vendre, qui essaient de trouver des solutions. Et c'est vraiment pas évident. Alors, je comprends qu'il y ait, mettons, un acheteur, un vendeur, mais pourquoi tu dis que ça se rend des fois à 3 ou 4 transactions? Ouais. C'est quoi les 3 et 4 et 5 éventuellement personnes qui est impliquées dans une transaction? Oui, c'est vraiment pas rare. En fait, Sophie, c'est que souvent, on se retrouve avec des gens qui vont vendre ou acheter conditionnel à la vente de leur maison. Donc, ces gens-là vendent à des gens qui vendent et qui achètent eux-mêmes. Donc, pour arriver au résultat final, exemple, pour arriver à la propriété neuve, ben, il y a une chaîne de 3-4 transactions avant. Donc, c'est pas juste 2 personnes, c'est des gens, c'est plusieurs personnes présentement, des couples, des gens seuls aussi qui s'attendent à avoir un loyer prêt à une date X, exemple au 1er juillet ou autre. Et là, on est dans le néant. Il y a des dates qui sont déjà reportées. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui, dans des promesses d'achat, ont déjà libéré, par exemple, leur maison pour une date X. Et étant donné que leur construction est retardée, et je le vis directement actuellement avec des clients acheteurs, ben, ils sont pas absolument. On essaie d'acheter une propriété neuve. On ne sait pas à quel moment cette propriété-là va être livrée. On essaie en parallèle à ça de leur faire réussir leur transaction puis qu'ils puissent vendre leur propriété. Et on n'est pas en mesure présentement de fixer personne. On peut rien couler dans le béton avec ce qui se passe actuellement. Alors, je comprends les enjeux syndicaux d'un côté, mais en même temps, il y a un enjeu humain présentement sur le terrain à l'approche des vacances à construction, Sophie. En plus, et j'apprécie tellement ton sens de l'humour, parfois intentionnel et parfois même pas, quand tu nous dis on peut rien couler dans le béton. Bravo. Là, ça, j'avoue qu'Yannick Parent, c'est du grand Yannick que tu viens de nous servir là. On fait des blagues, mais je comprends. Et c'est important parce que toi, tu le sais évidemment à quel point on est vulnérable psychologiquement quand on est en plein milieu d'une transaction immobilière. Et moi, j'ai toujours trouvé que les courtiers, vous étiez un petit peu... mettons que 90% de votre métier, c'est de faire des transactions immobilières. C'est de 10%, c'est de la transaction immobilière. 90%, c'est de la psychologie. Donc, quand un acheteur ou un vendeur est en plus déstabilisé parce qu'il sait pas si la maison, il va pouvoir l'occuper, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Est-ce que les notaires sont conciliants? C'est-à-dire que, est-ce que les notaires disent, bon, OK, on avait rendez-vous le 2 juin pour signer, mais vu que votre autre maison est pas prête, on peut décaler ça de 2 semaines. Est-ce que c'est le genre de possibilité qu'il y a ou pas? C'est une très, très bonne question. Ça demande de la flexibilité à tous les niveaux. Puis oui, le notaire est en bout de piste, en bout de chaîne lorsqu'on arrive à la conclusion de la transaction, mais ça demande aussi une flexibilité au niveau de tous les intervenants. On parle bien sûr des intervenants sur la construction, mais aussi des intervenants dans une transaction. Donc, il y a des gens présentement, et moi, je lance l'appel aux gens qui sont stressés, qui sont vraiment dans une situation là, d'angoisse par rapport à ça. Commencez dès maintenant.
c'est plate à dire ça, là, mais dans mon ancien métier de policier, on disait mettre les choses au pire pour arriver à quelque chose qui est mieux que ça. Donc, prévoyez un plan A, un plan B, un plan C pour être sûr que si, justement, il y a des délais, ben, il y a peut-être un proche, Sophie, il y a peut-être quelqu'un qui va réussir à vous héberger pendant un temps. Il y a des gens qui ont des enfants là-dedans, c'est des jeunes enfants. C'est vraiment pas évident. Puis oui, il faut que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Donc, il va falloir, il faut justement, on parlait du rôle du courtier immobilier qui est accru dans un cas comme ça. Il faut contacter son courtier et dire, écoute, est-ce qu'on est capable de décaler les dates un peu? Et là, si on réussit à refaire la chaîne du départ, on enlève la pression en bout de ligne. On est là-dedans présentement, Sophie. Mais je voyais, par exemple, nos collègues du Journal de Montréal, Mathieu Boulay, qui a écrit un texte en disant il y a des futurs locataires dans des condos locatifs, parce que c'est la grosse mode, les condos locatifs, qui vont devoir patienter parce que à cause du conflit de travail, les appartements ne seront pas prêts. Mettons que le livrable devait être 1er juillet, 1er août, peu importe, c'est pas possible. Donc, il a parlé, Mathieu, à des collègues, à des gens dans le domaine de la construction qui disent, ben, si le logement est pas livré, on va leur offrir un autre logement. Mais là, j'essaie d'imaginer le clan Panton. Toi, t'as réservé le clan Panton pour le 1er juillet parce que tu veux prendre possession. Puis là, c'est pas là pantoute. Puis c'est pas le 1er juillet. À un moment donné, on se rend pas compte, l'effet domino, c'est sur les déménagements, sur, tu sais, moi, je suis sûre qu'il va y avoir une augmentation du taux de divorce. Je vous l'annonce, là. Non, mais ça crée, mais oui, on n'a pas tort quand on dit ça parce que ça crée une pression énorme sur le couple. Et t'as raison, en bout de ligne, on peut parler de tous les intervenants, mais moi, ce qui me préoccupe, numéro 1, c'est l'humain en bout de ligne qui risque de se retrouver, exemple, le locataire dont tu parles, qui se retrouve en bout de ligne, pas de toit sur la tête. Et on sait déjà, au 1er juillet, disons-le, là, Sophie Cybelle, c'est le bordel. C'est le bordel pour les déménageurs. C'est le bordel partout. C'est difficile. Moi, j'essaie le plus possible comme courtier de conseiller à mes clients d'éviter ces dates-là, soit avant, soit après, mais de grâce, pas au 1er juillet. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Leur loyer va se libérer. Et ça aussi, là, il faut pas oublier, ça met une pression. Tu parlais de logement de remplacement en attendant. Oui. C'est pas tous les promoteurs. Oui, puis c'est pas tous les promoteurs, Sophie, je tiens à souligner. Les promoteurs, tu as raison de mentionner ça. Il faut questionner le promoteur. Est-ce qu'on est capable de se faire dépanner? Avez-vous un autre projet ailleurs où vous pouvez héberger ma famille entre-temps? Mais malheureusement, ça, présentement, ça met beaucoup de pression aussi sur le marché locatif usagé qui est déjà explosé, qui est déjà en rareté, qui est déjà en surhausse. Donc, ces gens-là, ultimement, si cette situation-là perdure, vont essayer de se retourner vers une solution, un logement existant. Et les logements existants, là, j'en parlais à l'antenne d'Isabelle Maréchal la semaine passée. J'essaie de louer un logement pour mon fils à Sherbrooke actuellement qui part aux études. Quelle étape? Et écoute, je me retrouve dans des situations où les logements sont loués en surenchère. Et ça, c'est avant la grève. Ben oui. En surenchère sur de la location. Écoute ça, Sophie. J'appelle un gars la semaine passée. Je dis, écoute, mon fils, c'est un petit gars tranquille. Il fait juste étudier, manger puis s'entraîner. Pas d'animaux non fumeurs. Je cherche un loyer. Je suis prêt à payer. On est jeudi. Je suis prêt à me déplacer demain, vendredi. Je vais aller visiter le loyer. Le jeune homme, puis qui est tout à fait correct à l'autre bout du fil, me dit, écoute, Yannick, malheureusement, les visites vont commencer mardi au mercredi. J'ai trop de demandes. Alors, je vais faire les 10-15 visites, les 10-15 demandes que j'ai, et seulement ensuite, je prendrai décision en fonction de ce qui m'est offert et du prix pour mon loyer. Donc, c'est ça le marché locatif actuellement. Fait que, ajouter une grève par-dessus ça, ben bonne chance. Tu sais, c'est dans ce sens-là que c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça que c'était important qu'on se parle parce que on parle évidemment de ce conflit de travail dans le milieu de la construction, puis on n'imagine pas toutes les répercussions qu'il peut y avoir dans un marché locatif qui est déjà extrêmement saturé. Par contre, parallèlement à ça, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Parce que j'aurais voulu te parler quand même du fait que, contrairement au marché canadien, écoute, je te donne une minute. Hugo, le gardien du temps, me donne une minute. Le fait qu'il y a une hausse quand même au Québec du marché, il y a comme un réchauffement du marché immobilier, alors que en Colombie-Britannique, en Ontario, ça baisse. Oui, en 10 secondes, national, recul des prix de 4%. Les transactions en baisse de 7,5 % Au Québec, hausse des transactions de 10 % et hausse des prix de 9,2 %. Le Québec, Sophie, très résilient, est la seule province actuellement qui a cet engouement-là immobilier. Toutes les autres provinces ailleurs subissent les contre-coups de l'économie générale mondiale. Alors, au Québec, on est très résilient.
Bon, très résilient, mais on est pogné avec une grève, fait que ça va pas bien. Merci beaucoup. Et bonne chance avec ton fils, qui est sûrement promis à une brillante carrière à Sherbrooke. Donc, on va penser à lui en espérant qu'il va trouver un toit à un prix raisonnable. C'est vraiment pas évident. Merci beaucoup, Yannick Parent. Je rappelle que tu es courtier immobilier résidentiel. Et nos saluts à Mélanie. Salutations à Richard et bonjour à vous deux, Cybèle et Sophie. Merci. Bye. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Go sur le top, pilon en arrière. Go sur le top, pilon en arrière. Moi, je les écho sur le top, pilon en arrière. Moi, je les écho sur le top, pilon en arrière. Amène ton clipper, parce que moi, j'ai pas peur. Alors, vous aurez reconnu, évidemment, Cours sur le top, pilon en arrière, qui est une chanson du groupe Les Appendices, un groupe humoristico-sympathique. Et c'est évidemment une description de la Coupe Longueuil. Et pourquoi je vous parle de la Coupe Longueuil aujourd'hui? Parce que on se prépare à faire une entrevue avec Jean-Philippe Roy, qui est fondateur du mouvement Québec Mulet. Bonjour, Jean-Philippe Roy. Bonjour, comment ça va? Wow! Hey, je suis sans mots. Je suis sans mots parce que j'ai vu le reportage que mon collègue Louis-Philippe Messier a fait sur vous, Jean-Philippe, et j'avais vu une photo de vous avec votre coupe Longueuil, mais j'avoue qu'en personne, elle est spectaculairement longueuilloise. Merci. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Mais c'est ça, est-ce que c'est de l'entretien? Excellent, mais est-ce que je peux vous demander, Jean-Philippe, de vous mettre de profil? Parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir mesurer le aïe. Ah, c'est ça, puis là, c'est rasé un petit peu sur les côtés, c'est vraiment plus long dessus. Oui. Fait que là, c'est OK, tu l'as rangé vraiment à ta sauce. Elle est vraiment court sur le top et long en arrière. Alors, on va commencer par le début. Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous a donné l'idée il y a quelques années de vous faire une coupe Longueuil et à quel point étiez-vous sous ou que c'était un pari que vous avez perdu avec quelqu'un? Toutes ces réponses-là auraient pu être bonnes. Pour vrai, on va remonter en 2017 alors que j'ai découvert qu'il existait des mouvements américains d'amateurs de coupe Longueuil, de mullet aux États-Unis, qui faisaient la promotion de la coupe de cheveux, de leur style de vie un peu déjanté, d'autodérision, ces choses-là. Et j'ai été un bon 2 ans à suivre ces groupes-là, puis à m'intéresser à ce que les gars faisaient avec ça. Souvent, faisaient des compétitions, l'argent amassé allait à des bonnes causes. Ils réussissaient à rendre ça positivement utile. Puis c'est rendu en 2019 que ça a commencé à me trotter dans la tête, puis j'ai décidé de tenter le coup, me faire pousser les cheveux 6 mois pour une blague. Uniquement une blague, pour faire rire mes amis au voyage de pêche au mois de juin. Le voyage de pêche a été annulé à cause de la COVID-19 qui est apparue en 2020. Je ne pouvais plus sortir de la maison, donc rendu là, pourquoi pas continuer à les faire pousser? Personne ne peut me voir de toute façon. Et de fil en aiguille, la main m'a passé dans l'engrenage et c'est jusqu'à l'épaule maintenant. Alors, non, mais c'est formidable parce que donc, ça part d'un intérêt vers des organismes qui se servent un petit peu de ça pour rire d'eux-mêmes, puis en même temps pour une bonne cause. Et là, c'est devenu la fondation que vous avez mise sur pied et qui, elle aussi, fait toutes sortes de choses. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est... Donc, les Américains, ils disent mulet ou mullet. Mullet, OK. Donc, nous, pourquoi ça s'appelle la coupe Longueuil? Ça, c'est une bonne question. Puis je pense qu'il faut vraiment retourner dans les années 80, dans ce qui se passait autour de Montréal, Longueuil, les populations qui étaient là. Je pense juste que c'est une coupe de cheveux qui a été associée aux gens de Longueuil des années 80. Il devait en avoir un peu plus qu'ailleurs. Chaque région a un peu également sa façon de l'appeler. Moi, je suis natif de la Beauce. On appelait ça un pad. Donc, en Beauce, c'était un pad. Oui. C'est vrai que ça a l'air un peu d'une serviette sanitaire à l'envers. C'est pour ça. Ouais, non. Le pad derrière, exactement. Ouais. Sinon, c'est ça, dans le coin de Montréal, c'était la coupe Longueuil. Moi, j'y étais avec mulet parce que c'est la vraie version francophone. On est au Québec, je veux quand même garder notre langue. En Europe, ils appellent ça la coupe mulet. Une coiffeuse appelle ça la coupe mulet. Donc, d'accord. C'est ça. Donc, si on voyant les groupes amis.
Si on va à Paris, on dit du coup, mec, moi je veux une coupe mulet, quoi, mec. J'étais sur le plateau, comprendre. Tu vois, au Québec, ils appellent ça la coupe Longueuil. J'ai des représentants Québec Mulet en Europe qui courent les événements avec mes drapeaux, ces choses-là. Donc, j'ai une belle collaboration avec eux d'ailleurs. Mais ce que je trouve formidable, c'est ça, vous venez de le mentionner, avec vos drapeaux, parce qu'il y a toute une série, évidemment, de produits dérivés. Là, oui. Je veux décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio, vous avez un t-shirt Québec Mulet. Derrière vous, il y a un drapeau Québec Mulet où on voit évidemment deux personnes de profil qui ont toutes les deux une coupe avec Longueuil. Avec le drapeau du Québec. Une fille avec des coupes Longueuil, ça vous dit quoi? C'est une denrée rare, faut en prendre soin. Ouais. on en a pratiquement pas. On se cachera pas que c'est un peu plus difficile pour une femme de porter la coupe Longueuil que pour un homme. Ça prend plus d'audace, ça prend plus de style un peu. On va y aller moins dans l'autodérision et beaucoup plus dans ce qui est stylisé. Mais sur Québec Mulet, on en a. Ouais. Quelques-unes qui posent leurs photos une fois de temps en temps, de toute beauté. Mais c'est quelque chose d'un peu plus rare. C'est plus difficile. Alors, jamais ça. Alors, quand je me suis mariée, il y a 22 ans. Oui, 23 ans de vie commune, 22 ans de mariage. Il se trouve que c'était l'année où je faisais Belle et Bomme avec Norman Brathwaite à Télé-Québec. Et la coiffeuse qui m'a coupé les cheveux a trouvé rien de mieux que de me faire une coupe Longueuil. Alors, j'ai demandé à Jean-Philippe de la sortir. Mais wow, c'est incroyable, c'est super beau, mais ça, là. Mais c'est laid en tabarouette, non, ça. Non. Mais c'est comme une coupe papillon. Il y a des gens qui se refont des coupes comme ça maintenant, qui appellent, tu sais, vraiment, c'est butterfly cut, la coupe papillon. Ouais? C'est beaucoup plus apparenté à ça qu'une coupe Longueuil. En fait, c'est d'avoir vraiment de plus court au-dessus de ta tête, mais vraiment en dégradé vers l'avant de tes cheveux. Donc... Mais je pense peut-être qu'elle avait l'intention de faire une coupe Longueuil puis qu'elle l'a moffé. Donc, elle a moffé mes cheveux, a moffé la couleur. En fait, tout était moffé. Ça fait Mixmania. Ça fait Mixmania, voilà, exactement. Il y a plusieurs coupes qui ont été d'inspiration de la coupe Longueuil aussi. Là. Il y a eu des dérivés puis des choses. Il y a des variations. Mettons qu'on appelle ça Longueuil adjacent. Longueuil adjacent. Et voilà. Alors, la raison aussi pour laquelle vous êtes dans l'actualité, Jean-Philippe, c'est que vous voulez cet été faire un espèce de rassemblement, donc où il y aurait plein de gens qui ont déjà la coupe Longueuil, ou peut-être qu'ils vont se la faire pour l'événement, parce que vous avez une toune. Alors, on va écouter la toune sur la coupe Longueuil. Oui. C'est pas celle des appendices, c'est la vôtre. On écoute ça. La nouvelle. Oui, tu fais pas les choses à moitié. Cheveux sont là pour le prouver. C'est bien sûr, c'est toi qui fais lever le party. Quand tu flippes tes burgers sur le barbecue, dans vos sweatshops, vos chansons trois roues, je dis que tu voles la vedette un peu partout. Parce que dans la vie, faut pas trop se prendre au sérieux. Mais donc un peu de style dans ta coupe de cheveux. Puis ta baisse là. Alors, j'adore ça parce que vous nous l'avez dit dès le départ, Jean-Philippe, c'est que c'est pas juste une coupe, c'est un mode de vie, voilà. C'est une façon d'envisager la vie. Quand vous dites « vis ta best life », il y a un côté aussi « je m'en fous de ce que vous pensez de moi ». C'est exactement le principe de base. À partir du jour où tu acceptes de porter la coupe Longueuil, tu peux pas aller plus loin que ça, je pense. Ça va faire rire les gens, ça va faire rire le monde positivement. On peut aller jusque-là. Rendu là, il y a plus rien qui peut t'atteindre. Je veux dire, c'est de l'autodérision. À partir du moment où tu apprends à rire de toi-même, il y en a plus de problème. Tu peux à peu près te permettre ce que tu veux, avoir du plaisir de la façon que tu le veux. C'est le fondement, c'est le fondement en base, là. Ouais, mais est-ce que ça vient automatiquement? Autrement dit, la première étape, c'est de passer à la coupe Longueuil, puis après, on développe cette autodérision-là, puis on se fout de ce que les gens nous disent, ou il faut se foutre de ce que les gens nous disent, pensent de nous, pour accéder à la coupe Longueuil. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule et l'œuf? C'est une excellente question, pour vrai. Je pense que ça va dépendre de tous et chacun. Oui, je vois ça. Non, je pense que c'est de tous à chacun. Moi, à la base, je l'ai faite en autodérision. Et par la bande, on finit par se faire prendre à notre propre jeu. Et ça devient un mode de vie de normalité. Alors qu'il y en a d'autres qui ils vont y aller pour suivre le groupe et finalement embarquer dans l'espèce d'autodérision et le plaisir facile qu'on peut y avoir. Donc, les deux réponses fonctionnent, je crois.
Si belle. Puis un peu plus tôt, on a commencé l'entrevue et tu disais que c'est de l'entretien. Mais c'est quoi l'entretien? T'es au coiffeur souvent? Est-ce que c'est toi qui le fais toi-même? Parce que, je veux dire, les cheveux, ça pousse vite. J'ai ma coiffeuse. Ah, ma mascotte en plus. J'ai ma coiffeuse qui s'en occupe de main de maître. Il y a des concepts de base, là. Ils disent tout le temps, les côtés doivent être 2 fois plus courts que le dessus et le derrière doit être 2 fois plus long que le dessus. Tu sais, c'est un ratio de 2 pour 1 tout le temps. Okay. Mais à partir de là, on peut extrapoler, on peut raser les côtés, on peut laisser long sur le dessus, mais très très long derrière. Il y a pas de notion de régularité, si on veut. On y va. La plus belle coupe longueuil que quelqu'un peut porter, c'est celle-là qui est capable d'avoir, tout simplement. On a tout un style de cheveux différent, donc libre à chacun d'y aller selon son style. Là. Il y a quelqu'un qui nous a dit, Sophie, moi, mon frère Armand a 68 ans et ça fait 55 ans qu'il a la coupe longueuil. Wow. Un vrai. Une légende, assurément. Il s'appelle Armand? Bon, salut Armand. Et il vient d'où, Armand? En fait, c'est son frère Ghislain de Montréal qui nous a écrit ça. On salue Armand, mais je voulais savoir s'il venait de Longueuil. S'il venait de Longueuil ou pas. Donc, vous allez pouvoir l'avoir cet été quand vous allez faire ce rassemblement-là. J'espère bien. Ben écoutez, moi j'adore ça, les gens qui ont de l'autodérision, en plus qui font des événements pour des bonnes causes. Merci beaucoup et continuez à être court. Merci de l'invitation. Cours sur le top, puis long en arrière. Et long en arrière. Cours sur le top, puis long en arrière. Cours. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci de l'invitation, c'est super. C'est un plaisir. Bye bye. Merci. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on change complètement de sujet. On va passer à un cheveu de parler d'économie. La pognes-tu? Ouais, j'appogne. Ouais. Ouf! Oh! Alors, Jean-Philippe, t'as préparé un petit check-a-boom chick parce que tu sais que je vais être à feu roulant de blagues. C'est vendredi. Ben, je sais. Donc, on passe à la coupe Longueuil aux barrières au commerce interprovincial. Il n'y a absolument aucun lien à faire entre ces deux sujets, si ce n'est que le gouvernement Legault qui a déposé aujourd'hui même un projet de loi pour retirer toutes les restrictions à l'utilisation et la vente de produits des autres provinces. Puis ça tombe bien parce que pas plus tard qu'hier, l'IEDM, dont l'Institut économique de Montréal, nous disait que si on faisait ça, on pourrait faire croître notre économie de 69,9 milliards de dollars. On va en parler avec Gabriel Giguère. Gabriel, qui est analyste senior en politique publique à l'IEDM. Bonjour, Gabriel. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Très belle coupe de cheveux. Je peux voir derrière, voir si c'est long à l'arrière? Non. C'est court en haut. Malheureusement, non. En arrière. Non, c'est plus court derrière qu'en avant. Donc, ça doit être une coupe IEDM. Elle est magnifique, Gabrielle. J'ai du travail à faire de mon côté, là. Non, mais au contraire, moi, j'adore votre coupe. Non, mais si vous voulez une coupe Longueuil. Non, mais c'est parce que moi, j'aime mieux votre coupe que la coupe Longueuil. On va se le dire tout de suite, Gabriel. Écoutez, plus sérieusement, quand vous avez, donc, à l'IEDM fait cette étude, comment vous en arrivez à un chiffre de 69 milliards qui améliorerait l'économie si on faisait tomber les frontières commerciales entre les provinces? Vous en arrivez comment à ce chiffre-là? Ben, en fait, on fait une modélisation à partir de l'approche qui a été développée par un chercheur albertain au nom de Trevor Tombe. Il se base sur un modèle qui a été approuvé par excusez-moi, j'ai juste l'acronyme en anglais, mais au Fonds monétaire international, pour être précis. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les 3 types de barrières qu'on a au Canada. Essentiellement, là, quand on parle de commerce interprovincial, on parle de 3 choses. Les barrières qui sont codifiées dans l'accord de libre-échange canadien qui a été ratifié par les différents premiers ministres en 2017. C'est-à-dire, dans le fond, le Québec, lui, a déjà des barrières là. On peut penser notamment à des barrières comme le fait quand on coupe du bois au Québec, mais ça doit être travaillé en seconde transformation au Québec, sauf si le ministre décide autrement. On peut penser également à ce qui est au monopole de la SAQ en matière de distribution. Donc ça, c'est une réglementation. Maintenant, la deuxième, on peut également penser à ce qui est le mouvement des travailleurs. Alors, vous savez, si vous êtes un dentiste, un denturologiste qui a été formé en Colombie-Britannique, vous pouvez pas travailler au Québec si vous n'avez pas de formation d'appoint. Là, je ne fais qu'un exemple. Il y en a beaucoup plus que ça. Le secteur de la construction est également un excellent exemple. Très régi. Finalement, exact. Et finalement, je pense que c'est l'élément le plus difficile à capter à quel point il y a un impact sur le commerce interprovincial. C'est vraiment la question du manque d'harmonisation entre les réglementations.
Pour faire un exemple très clair, imaginez par exemple les cartons de lait, l'épaisseur du carton, le format du carton, c'est pas la même chose dans toutes les provinces. Et là, je parle d'un exemple très concret. Le ministre délégué ce matin, Christopher Skeet, nous parlait de l'exemple des trottinettes électriques. Ça peut paraître banal, mais ce n'est qu'un exemple qui vient démontrer la différence dans la réglementation. Et donc, quand on additionne tout ça, ce qu'on constate, c'est que c'est la taille de l'économie qui est plus petite que si on décidait d'abolir l'ensemble des barrières. Et dans ce contexte-là, je pense que le Québec a fait une bonne décision ce matin en déposant ce projet de loi. C'est ça. Alors, on ne sait pas si ça va avoir force de loi, parce que ça va être évidemment débattu, mais pour l'instant, c'est un projet de loi. Vous avez raison, en effet, de dire que c'est Christopher Skeet qui l'a déposé. Quand il y a, en général, des barrières commerciales, Gabrielle, c'est toujours pour une raison. Hein. On fait pas ça, il n'y a pas un fonctionnaire qui se lève le matin en disant « Moi, je vais emmerder tout le monde avec la taille de mes boîtes de carton. » C'est que c'est pour protéger. La raison pour laquelle on impose des tarifs ou des règlements ou pour empêcher, mettons, un dentiste de Vancouver de venir exercer ici, c'est pour protéger les dentistes du Québec ou pour protéger les producteurs de lait ou pour protéger le marché de l'alcool, par exemple. Donc, si on fait fi de ces barrières, si on lève les barrières commerciales, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Est-ce qu'il n'y a pas des producteurs québécois qui vont dire, attendez 2 secondes, moi, je risque d'être inondé par le marché ontarien ou le marché de la Colombie-Britannique? Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, mais c'est une question qui est centrale. D'abord, la question de la reconnaissance. Je pense que les réglementations de l'Alberta, par exemple, sur le caractère sanitaire, peuvent tout à fait être reconnues au Québec. Donc, il faut également penser qu'il y a une juxtaposition, une addition constante de la réglementation. C'est très rare qu'un gouvernement va arriver et va nous expliquer, écoutez, notre programme, c'est de revoir la réglementation. On veut toujours arriver avec une réglementation pour régler un problème. Vrai. Plutôt que de se retourner vers la réglementation existante et de se dire, y est-il possible que ce qu'on a fait il y a 25 ans, il y a un impact négatif sur ce qui se passe aujourd'hui? C'est rarement l'approche gouvernementale et donc la reconnaissance de la réglementation permet de faciliter le commerce plutôt que de dire on va se lancer dans une harmonisation. Un bon exemple, je pense, c'est le projet pilote sur le camionnage. À l'heure où on se parle, il y a un projet pilote de dire, dans le camionnage, il y a un manque d'harmonisation. Les trains routiers, ils n'ont pas toute la même longueur en matière d'acceptation. C'est-à-dire qu'il y a certaines provinces qui vont accepter une telle longueur, mais qui ne seront pas acceptées par exemple, l'Alberta. Le poids, c'est la même chose. Et donc, dans ce contexte-là, le simple fait de s'attaquer à la question du camionnage, ça fait plusieurs mois et on n'y est pas arrivé à bout. Donc, imaginez si on attaquait chaque secteur de cette façon-là. Moi, j'ai l'impression que je vais voir mes petits-enfants qui vont toujours être dans ce processus-là. Là. Donc, on n'est pas trop optimiste, en effet, que les choses changent rapidement. En même temps, Gabrielle, c'est un petit peu étrange parce qu'on se dit, OK, on fait partie d'un même pays, en tout cas pour l'instant, là, on fait partie d'un même pays, on a tous le même passeport, on a un passeport canadien. Donc, c'est un peu bizarre de se dire, c'est le même pays. C'est-à-dire, pourquoi il y a tant de règlements différents? Pourquoi il y a tant de barrières entre les pays, entre les provinces? C'est un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que si on passe la frontière, on s'en va aux États-Unis, on comprend que, par exemple, il y ait que l'alcool se soit protégé, que ce soit pas les mêmes règles et tout ça. Mais quand c'est le même pays, on a de la difficulté à comprendre pourquoi il y a autant de différences d'un océan à l'autre. Absolument. Je pense que c'est central, mais en même temps, on pourrait pas demander au fédéral de dire mettez de côté les compétences provinciales. Moi, en tout cas, en tant que Québécois, je dirais jamais ça. Là. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est difficile d'arriver autour de la table avec 10 premiers ministres différents puis de se dire attaquons chaque réglementation et harmonisons. Dans ce contexte-là, l'approche québécoise, je pense qu'elle est l'une des meilleures qu'on a vues à date au pays. Et c'est très simple. Et Christopher Skeet l'a dit ce matin, donc je tiens à le féliciter sur cette question-là, de dire nous, on arrive et on avance de façon unilatérale. C'est-à-dire que nous, on ouvre au commerce. Le Québec veut commercer avec le Canada. J'attendrai pas que vous déposiez un projet de loi de réciprocité en disant, moi, je vais ouvrir mon marché à ceux qui ouvrent également leur marché. Non. J'avance toute seule et je me dis, j'ouvre mon marché parce que je sais que c'est les Québécois et les Québécoises qui vont en bénéficier. Parce que les entreprises québécoises vont pouvoir exporter plus facilement, pouvoir développer des marchés. Et donc, les firmes, les entreprises québécoises les plus innovantes et les plus performantes vont pouvoir avoir plus de ventes
engager plus de personnes, augmentation de la productivité qui découle par une hausse de salaire. Bref, c'est un cercle vertueux sur le plan économique et c'est les Québécois et les Québécoises qui vont pouvoir en tirer les bénéfices. Maintenant, l'action du Québec, elle s'inscrit plus largement dans un mouvement canadien qui est intéressant, puis c'est de dire, ben écoutez, on le sait qu'on a des barrières au commerce interprovincial. On le sait que c'est difficile pointer les barrières au commerce interprovincial à cause du manque d'harmonisation. Donc, on va reconnaître votre réglementation, votre certification également. On le voit en Nouvelle-Écosse, qu'il y a eu un projet de loi qui est adopté. Et ça, c'est un bon petit moment d'ailleurs, ouais. Un bon petit moment. C'est vraiment eux qui ont ouvert le bal, là, faut être clair, et c'est les seuls qui l'ont adopté parce que vous l'avez très bien mentionné au départ. Le projet de loi, il est déposé, mais il n'est pas adopté. On rappellera quand même que vendredi, dans 7 jours, c'est la dernière journée où les législateurs vont siéger à Québec. Je serais étonné que ça passe en 7 jours. Donc, à quel moment ça va être adopté? Je pense qu'on peut quand même féliciter pour aujourd'hui le dépôt. Maintenant, il va falloir que ça soit adopté également. Et il y a l'Ontario. Il y a l'île du Prince-Édouard. Dans une moindre et grande échelle, parce qu'il y a plus d'exceptions, il y a également le Manitoba qui ont déposé ce type de projet de loi. Donc, on comprend, il y a une urgence dans quelques jours seulement. C'est comme un train, puis il faut rentrer dans le train. Par contre, l'année prochaine, ça va être une année électorale ici au Québec. Et moi, je pense que en faisant ce genre de proposition-là, Christopher Keith et donc le gouvernement de la CAQ sont en train de peut-être créer des liens avec, ou en tout cas d'ouvrir les relations avec le reste du Canada, ce qui va rendre la position peut-être du PQ plus difficile l'année prochaine, parce que mettons que ça se fait. Mettons qu'en effet, on lève les barrières commerciales puis qu'on permet à des produits ontariens, des produits du Nouveau-Brunswick, peu importe, de rentrer ici au Québec. Puis que là, l'année prochaine, le PQ dit, ben nous, c'est une année électorale, votez pour nous parce qu'on va se séparer du reste du Canada. Il y a peut-être des entreprises qui vont dire, ben non, ben voyons, nous, on a peur de perdre le marché ontarien, on a peur de perdre le marché de la Colombie-Britannique. Il y a peut-être une manœuvre électorale aussi derrière ça. C'est une question intéressante. Je pense que l'approche qui favorise le commerce et en abaissant les barrières, elle se fait sur le plan interprovincial, mais je pense également qu'elle doit se faire sur le plan international. Donc, dans ce contexte-là, je vois pas un parti politique qui devrait essayer de vivre en autarcie. Je pense que d'embrasser le commerce, que ce soit international, interprovincial, c'est toujours bénéfique parce que je reviens à la base. C'est le Québécois moyen qui va y gagner. Tu sais, si c'est les firmes les plus performantes du Québec, les plus performantes dans l'Ontario qui permettent d'offrir des bons services à moindre prix, ben c'est vous, c'est moi, c'est les auditeurs qui gagnent. Vous m'avez eu à moindre prix, Gabriel, j'adore. Ah ben j'espère que j'ai eu plusieurs personnes. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Si ça peut nous coûter moins cher au bout de la ligne, ma tante Sophie aime ça. Gabriel Giguère, je rappelle que vous êtes analyste senior en politique publique à l'IEDM. C'était absolument passionnant. Vous êtes un excellent communicateur. Merci beaucoup, Gabriel. C'est un plaisir partagé. Merci. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Savez-vous pourquoi les gens font moins d'enfants en Occident? Moi, je le sais pas, mais Rémi Villemur, je pense qu'il le sait. Bonjour Rémi. Ben, en fait, bonjour, t'as remarqué si on fait de la radio ensemble on n'a pas le temps, on n'a même plus le temps de se dire bonjour. Ben non, c'est quoi, ça fait 2-3 ans qu'on fait de la radio ensemble? C'est un sujet que je t'ai souvent proposé. Oui. Je m'intéresse énormément à ce phénomène-là et je trouve que c'est un sujet tabou. La preuve, c'est qu'on y réfléchit très rarement de façon sérieuse. Il y a des explications qui reviennent souvent et des explications que je trouve, je le regrette, mais bidons. On nous dit, les gens n'ont pas une scène. Ah oui, les gens avaient beaucoup d'argent dans les années 30, au lendemain de la crise économique. Oui. Bon, on nous dit, les gens, il y a la crise du logement. C'est vrai que c'était des gros appartements dans les années 30 aussi. La réponse, elle est ailleurs et c'est pour ça que je continue de creuser. Et là, il y a un texte dans le New York Times fascinant. C'est une jeune femme qui a écrit ça. Et elle dit ceci, elle dit... Michal Lebovitz. Ouais, tu t'essayes, parfait. Elle dit ceci, elle dit oui, il y a des explications périphériques comme celle que je viens d'identifier, mais la plus grande explication, selon elle, je l'avais jamais entendue. Au roulement de tambour, elle dit ceci, elle dit les enfants qui ont l'âge de faire des enfants, les milléniaux, eh bien, ils sont encore en conflit avec leurs parents. Et c'est ça. Quand tu es encore en conflit avec tes parents, parce que tu n'as pas encore pardonné à tes parents d'avoir été sévères là pour toi,
Hein, parce que c'est une grande faute, ça. Il y a des enfants... Monsieur, parle-moi pas là-dessus ces temps-ci. Bon, ben moi, j'ai pardonné à mes parents sur le tard. Hein. Je ne juge pas les enfants qui prennent un moment avant de faire ça, mais on pardonne tous un jour ou l'autre à ses parents. Il a été trop sévère, il a été dans mon cul, il a toujours été dans mon cul, façon de dire, qui m'a poussé dans le dos, poussé dans le dos. T'as vu, je me suis repris quand même assez rapidement. Oui, t'as bien fait ça. Mais quand t'as pas fait ce deuil-là, en fait, d'une relation conflictuelle qui était finalement juste une relation normale entre un parent et un enfant, tu ne peux pas faire des enfants. C'est ce qu'elle dit. Je comprends, il y a comme une espèce de blocage d'ego ou un blocage psychologique. Tant que tu n'as pas résolu ce nœud gordien, ben tu peux pas te lancer dans la paternité ou dans la maternité. Non, parce que ça reste encore ça, les amis, hein? Paternité, maternité. Oui. Puisque tu es encore un enfant. Oui. Parce que si tu deviens un adulte le jour où tu comprends ce que tes parents ont fait, tu comprends que c'était pour ton bien, eh ben tu restes un enfant, tu fais pas d'enfant. Moi, j'ai trouvé cette explication-là. Mais c'est absolument passionnant. Et la façon dont tu me l'as vendu, tu m'as dit, les milléniaux ne sont pas capables de se regarder dans le miroir et de cesser de blâmer leurs parents pour toutes leurs erreurs. J'adore cette formulation-là. C'est une façon aussi de voir. C'est quand même une génération très, très, très nombriliste. Est-ce que ça dit si les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents aussi? Ben, ça, on le sait. Ça, c'est effectivement, avec la crise du logement, nous dit-on, les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents. Mais vois-tu, moi, je remets tout en perspective. La crise du logement, il reste pas beaucoup de logements à Montréal pour habiter seul et que ça soit abordable. Effectivement. Sauf que qui a décidé que c'était la seule façon de partir en appartement, ça? Je veux dire, moi, j'ai habité avec 7 personnes dans une maison. OK? Ça a été une étape bizarre de ma vie. Je suis passé à autre chose, mais j'ai appris un tas de choses aussi. Ça s'appelle une commune. Non, mais c'est parce que c'est vrai que ça n'existe plus, des 5,5 à 900 $. On n'est pas en crise du logement pour autant, là. Je veux dire, tu peux habiter 4 dans un... Il y a une crise du logement réelle. OK, c'est beau, je reconnais le truc. Non, mais je te dis juste que... Non, mais c'est rendu un slogan. Et la CAQ, d'ailleurs, l'a reconnu sur le tard parce que c'est plus complexe que ça. On peut pas... Les gens se sont transformés, les gens ont besoin de leur cocon, mais à 17 ans, un cocon, c'est pas obligé d'être une maison. Ben non, mais t'as tout à fait raison. De toute façon, vivre avec des colocs ou vivre en mangeant du beurre de peanut puis du Kraft Dinner, est tous passés par là. On est tous passés par là. Puis, je m'excuse, mais tu sais, en tout cas, je vais revenir avec mon vieil exemple. Mais, tu sais, je veux dire, arrêtez de vous payer des lattés à 9,95 $, puis de vous promener avec un iPhone dernier cri qui vaut 1200 $, puis quand vous le perdez, il faut dépenser un autre 1200 $ pour l'avoir. Puis peut-être vous allez avoir de l'argent pour mettre de l'argent de côté pour vous en payer une première maison. Absolument, absolument. Moi, j'ai habité dans cette maison-là, dans cette commune-là, on était, mon ami et moi, parce que les 5 autres personnes, on ne les connaissait pas vraiment, on était en conflit ouvert là, avec ces gens-là. Okay. Et je ne peux pas révéler l'identité de l'un des colocataires en haut, mais c'est un artiste très connu de la scène pop montréalaise aujourd'hui. Et on est en guerre ouverte depuis... Arrête de nous donner des indices, on va finir par reconnaître Émile Bilodeau. Non, c'est pas lui. Et mon ami et moi, on était tellement orgueilleux et tellement pas volontaires de monter en haut qu'on se faisait à manger là, avec un heat gun. On se faisait des toasts avec un... Avec un quoi? Un heat gun. C'est une espèce d'outil de construction pour chauffer, en fait. Puis là, tu chauffais ton grilled cheese comme ça? Ouais. Puis le heat gun du grilled cheese, dit le défenseur de la langue française. Ben, je connais pas le terme en moi français. Non plus. Mais on faisait des sacrifices. Voilà, on faisait exactement. Des sacrifices. Mais voilà, c'est le sens du sacrifice. Puis c'est drôle parce que dans le fond, tout est dans tout. Parce que pendant la campagne électorale, vous rappelez-vous, tous les deux, à un moment donné, Pierre Poilievre avait fait une déclaration en disant, tu sais, pour les jeunes couples, l'horloge biologique se fait ressentir. Puis le temps passe et les jeunes couples n'arrivent pas à avoir de maison parce qu'il y a vraiment cette crise du logement, etc. Et là, les groupes féministes étaient là, mais il n'y a pas d'affaire à parler de l'horloge biologique des femmes, puis de quoi ils se mêlent, puis c'est un homme, puis pourquoi ils parlent de ça. Mais il faisait juste dire, tu sais, c'est un élément aussi qui fait en sorte que les gens ne font pas d'enfants. C'est que si, en effet, tu as l'appel, parce que oui, il existe une telle chose que l'horloge biologique, si tu t'as l'appel, mais que tu considères, toi, que ton nid est pas assez grand pour accueillir un enfant, ben ça se peut que tu retardes le fait d'avoir un enfant. Absolument. Je vois absolument pas qu'est-ce qu'il y a de Méphistophélès dans cette déclaration-là. C'est parce que c'était un homme qui l'avait dit, mais parlons avec des femmes. Il y a plein de femmes, pour ne pas dire une imposante majorité de femmes qui reconnaissent ce que c'est qu'une horloge biologique et la volonté de faire des enfants entre l'âge de 25 et 40 ans. Là, pas de frôler le 40 ans, tu sais, je veux dire, c'est pas l'idéal, mettons, là, pour plein de raisons, mais une génération qui a de la difficulté
difficulté à se regarder dans le miroir. C'est une génération qui ne fait pas d'enfants, visiblement, parce que c'est une génération qui ne s'aime pas tant que ça. Et pour faire des enfants, aux dernières nouvelles, là, en autre petite banalité, il faut s'aimer. Hein? Il faut que tu penses que tu es suffisamment fabuleux que tu veux avoir un mini-toi. C'est exactement ça. L'enfant naît, puis t'arrêtes pas de dire « Oh mon Dieu, il est comme moi, puis il a mes yeux, puis il a mes ci. » Mais tu sais, faut que tu te regardes dans le miroir, puis tu te trouves pas pire pantoute quand même. Là. Ouais, sauf que si t'aimes pas tes parents encore, c'est pas réglé cette affaire-là, tu t'aimes pas toi, puis t'aimes pas ton petit copain. Tu sors avec, mais t'es pas follement amoureuse de lui. Si tu veux pas d'enfant, tu veux pas faire un petit truc qui vous ressemble à tous les deux. Fait que, tu sais, appelez vos parents en fin de semaine. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, appelez vos parents. Dites-leur je m'excuse. Ah, je m'excuse. D'attendre tes excuses qui ne devraient pas survenir parce que, en fait, t'as pas besoin de t'excuser. Tu m'as rien fait, tu m'as juste aimé. OK? Voilà. Des fois, c'était maladroit. Rappelez-vous, les enfants, on fait ça pour votre bien. Mais là, je dis ça pour une amie, moi. Merci beaucoup, Rémi Villemur. C'était très rigolo et ça clôture très bien cette belle semaine qui a mal commencé parce que Cybèle était pas là, mais maintenant, elle est de retour. Merci, Cybèle. Merci, Hugo Veilleux, excellent journaliste à la recherche. Merci, Jean-Philippe Leroux, excellent metteur en ondes et réalisateur. Merci, Fred Bastien, excellent metteur en ligne et idéateur de titres plus percutants les uns que les autres. Merci à vous tous et à lundi. Kid.